Salut à tous, nouvel épisode de Duck Hebdo. Aujourd'hui, après une petite semaine de pause, c'est Adrien qui vous parle. On avait déjà parlé jeunesse dans l'épisode 214, mais on va continuer dans l'épisode du jour, on va parler draft. Et pour parler draft, tout d'abord, le boss est de retour dans l'Hexagone pour représenter la Corée et la team Jisoo des Blackpink. C'est Ben, comment ça va Ben ? Merci Adrien, alors tu m'en as fait des intros, mais alors celle-ci c'est la meilleure. Team Jisoo, Team Blackpink, Adrien, tu vas rejoindre cette Team Jisoo, tu vas arrêter avec la Team Jennie, c'est pas la team des vainqueurs, ça, c'est la team des moutons. Donc tu vas rejoindre la Team Jisoo, Team Blackpink. Très heureux de vous retrouver depuis la France. C'est un débat un peu de niche, mais non, je dirais que les moutons, c'est plus la team Lisa. Mais enfin, le troisième membre du podcast du jour, on avait parlé jeunesse sans lui la dernière fois, donc on va rattraper ça cette semaine. C'est donc la présence de l'expert scouting de Duck Hebdo qui lui représente plutôt les États-Unis et la team des Fifth Harmony. C'est Alan. Ça va Alan ? Ça va très bien. Ouais, j'avais rien compris à vos 30 secondes de débat sur des boys band coréens. Donc ouais, je suis là avec le quotient boys band féminin nord-américain. Girls band du coup. Oui, c'est ça, girls band. Et donc avant d'attaquer le sujet, Ben, je crois que t'as 2-3 choses à annoncer à nos auditeurs. Alors oui, deux grandes choses. Alors d'abord, je vais remplir mon devoir. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Alors on fait pas mal de changements en interne ces derniers temps sur des trucs qui sont pas très voyants pour vous, mais ce qui est des questions de flux, d'hébergement, etc. Donc ce qu'on a fait du coup pour que l'offre du site soit plus claire, c'est que les podcasts Up and Thunder de Pierre, tous les podcasts qui sont liés au compte Twitter We Are Thunder, sont maintenant sur un flux qui leur est dédié. Donc si vous appréciez toute cette actualité Oklahoma City, vous ne la retrouverez plus sur le flux actuel sur lequel vous écoutez ce podcast actuellement. Vous le retrouvez sur tous les flux sur le compte Twitter de Pierre @UpandThunder, il a tout mis. Donc vous pourrez retrouver tout ça lié au compte Twitter We Are Thunder. Premier point. Deuxième point, je vous ai dit, on fait beaucoup de changements à l'heure actuelle. Donc, si vous avez eu des difficultés cette semaine à trouver le podcast, ou s'il y a des petits soucis que vous ne retrouvez pas d'habitude, par exemple, je sais pas, vous avez dû changer de plateforme pour retrouver le podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Twitter @DunkHebdo ou même un mail contact@dunkhebdo.com. C'est juste pour nous l'histoire de s'aligner, de voir ce qu'on peut faire, parce que ça va être le premier épisode qu'on va, tout simplement publier sur ce nouveau flux, donc on doit peut-être encore s'adapter. C'est aussi en partie pourquoi il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. J'ai parlé pendant 1 minute, c'est beaucoup trop. Adrien, je te redonne la parole. Je t'en prie, la partie administrative c'est fait, donc on va repasser au podcast. Et donc le sujet du jour, c'est la draft, plus particulièrement fil rouge, ça va être notre question, quelle est la meilleure draft de ces 20 dernières années. Donc il va y avoir beaucoup à dire. Et c'est donc l'épisode 200 draft en NBA depuis une vingtaine d'années. C'est la question qu'on va se poser, messieurs. Alors évidemment, pour y répondre, il va falloir définir ce qui fait une bonne draft. On a 2 grandes écoles, on va dire, avec quelques subtilités bien entendu. D'un côté, le star power, le nombre de joueurs, disons, de calibre all-star. Et de l'autre, on va avoir le nombre de joueurs qui feront carrière en NBA, la profondeur de la draft, avec tout un tas de nuances bien entendu, puisqu'on a pu voir des drafts avec, par exemple, quelques Hall of Famers draftés la même année, mais en étant les seuls bons joueurs à faire carrière. Et à contrario, il y a des drafts qui regorgent de bons joueurs, mais sans aucun grand joueur, on va dire. Donc ça, c'est les 2 extrêmes, ça va se discuter, et on va commencer par toi, Alan. Je vais te poser la question toute simple par laquelle on va commencer. Qu'est-ce qui fait, selon toi, une bonne cuvée de draft en NBA ? Pour moi, il faut les deux ingrédients de ce que tu as dit, et c'est pour ça qu'une bonne cuvée de draft, c'est plus rare qu'on peut le penser pour moi. Bon, il y a beaucoup qui sont moyennes, en fait, avec le recul. Bon, déjà, je pense qu'il faut les analyser... faut aussi se poser la question de quand on peut analyser une draft, à quel degré d'année plus on peut les analyser. Je pense que le contrat rookie c'est minimum, et il y a certains joueurs où ça peut changer un petit peu après. Donc je pense que draft 2019, 2018, 2017 et même 2016, c'est difficile de les analyser. Pour moi, même 2015, je la trouve un petit peut-être. On peut déjà l'analyser, mais elle est quand même assez difficile pour moi encore par rapport aux autres. On a beaucoup plus de recul. Donc pour moi, je dirais une bonne draft, c'est déjà 2-3 joueurs qui sont... Tu t'as dit All-Star, pour moi c'est plus parce que, tu vois, en faisant les recherches et tout, en regardant, je suis tombé, Chris Kaman a été All-Star, tu vois. Roy Hibbert a été All-Star.
Oui, c'est pas le même calibre que certains MVP ou All-NBA, on va dire. Tandis que, exactement, et tandis que d'autres joueurs qui ont jamais été All-Star ont eu des meilleures carrières que ces joueurs-là, des carrières plus longues ou des choses comme ça. Donc, je pense que voilà, faut que ça soit très fort en haut avec plusieurs joueurs, 2, 3, et ensuite, faut qu'on ait des joueurs qui font carrière, qui font une dizaine d'années en NBA et qui ont de l'importance dans des équipes, qui ont de l'importance dans les saisons, qui ont de l'importance dans les playoffs et qui, voilà, ont un rôle dans des équipes qui gagnent, voilà. Ouais, justement, faire carrière, c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce que faire carrière? Est-ce qu'on considère déjà qu'on fait carrière à partir du moment où on signe un deuxième contrat, qui est comment dire, l'objectif de base, on va dire, de tous les rookies? C'est la question un peu centrale. Comment tu la définirais, toi, Ben? Je pense, alors, pour moi, c'est une question avec laquelle il y a deux réponses. Il y a la réponse que donne Alan, c'est-à-dire c'est la réponse qu'on donne la plupart du temps avec laquelle je suis assez d'accord, c'est-à-dire il faut de la profondeur et de la qualité, et il y a en fait comment on analyse vraiment la draft. Et c'est deux choses totalement différentes. C'est-à-dire qu'en général on dit oui, il faut de la profondeur, il faut de la qualité, il faut quelques têtes de gondole, etc. Et ce qu'on fait en fait quand on analyse vraiment la draft, c'est qu'on oublie complètement la question de profondeur et on se concentre uniquement sur les têtes de gondole. Je m'explique, j'appelle ça le théorème Kirk-Hinrich, du meneur de Chicago Bulls. C'est un petit clin d'œil à Adrien. Tout le monde sait, ou en tout cas les fans de NBA qui écoutent beaucoup trop de débats, savent que Kirk-Hinrich a été drafté en 2003. Pourquoi? Parce que c'est un argument pour appuyer la puissance, la profondeur de la draft 2003. Sauf que dans une draft dite lambda, on n'aurait jamais dit qu'un joueur comme Kirk-Hinrich était drafté cette année-là. On utilise l'argument de profondeur que quand il faut appuyer sur la force d'une draft. En fait, moi c'est comme ça que je le vois. On va prendre certains exemples. Par exemple, 2008. 2008, en soi, c'est peut-être une des 5 ou 3-4 meilleures drafts qu'il y a sur les 20 dernières années. Mais, quand on parle de 2008, et comme on le fait avec toutes les drafts, on dit quoi en premier? On parle des têtes de gondole en premier, ce qui est totalement humain, je le comprends. Mais moi, en fait, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie, parce que d'un côté, on dit c'est profondeur et tête de gondole, et de l'autre, en fait, quand le débat parle vraiment, pourquoi 2013 se fait exploser? Parce que le top 5 ne réussit pas. Alors certes, maintenant il y a Giannis, mais quand on analyse en fait une draft à froid, on fait toujours la même chose. On regarde le top 5, on regarde qui a réussi, qui a pas réussi, et on regarde les 2-3 meilleurs joueurs. On s'embête pas à faire la question de la profondeur. La question de la profondeur, elle vient que pour départager les bonnes drafts. Peut-être que c'est un constat difficile, mais je trouve qu'on fonctionne vraiment comme ça, et quand en fait, pour une année lambda, on se pose pas la question de la profondeur. Oui, donc la profondeur viendrait dans un second temps, mais ça rejoint un peu ce que disait Alan. C'est genre d'abord les grosses têtes d'affiche, et une fois qu'on a ça, que c'est acté, on va aller gratter pour voir est-ce que la profondeur permet de départager les 2 années, quelque chose comme ça. Mais c'est quoi une année lambda? Alors, Alan pensait me piéger avec cette question, il ne le fait pas, puisque j'ai trouvé un magnifique article pour me protéger. Un magnifique article. Alors, des fois Internet, il faut creuser, faut creuser. Alors, c'est improbable comme adresse Internet, mais c'est un magnifique article sur KentuckySportsRadio.com. Il faut vraiment, parfois on trouve des trucs incroyables. Alors l'auteur, il a compilé toutes les drafts de 2000 à 2013. Donc à quelques années près, on est en gros dans les clous qu'on s'est fixés. Et il s'est basé sur le win share. C'est loin d'être parfait, mais en l'occurrence, c'est une statistique qu'on peut prendre comme une autre. Et en fait, il a construit un modèle statistique, et selon lui, sur l'année 2010 à 2013, une draft dite lambda, c'est 1.78 Hall of Famer. Bon, c'est entre 1 et 2 Hall of Famer. Une année dite lambda, c'est 7 joueurs qui s'approchent du niveau All-Star sur l'ensemble de leur carrière. Et c'est enfin 18 joueurs qui feront carrière. Il donnait des exemples. Le Hall of Famer, vous arrivez à le représenter. Le joueur All-Star ou borderline All-Star à peu près. Et le bon joueur, il donnait l'exemple d'une carrière à la Pat Beverley. C'est ça une draft moyenne. En l'occurrence, là où 2013 pêche, c'est sur la 2e catégorie. Parce que c'est très tôt, mais Giannis c'est MVP et l'histoire semble nous prouver qu'un MVP finit toujours plus ou moins au Hall of Fame. Ça se passe comme ça. Giannis sera Hall of Famer, on sait pas pour le reste. Là où 2013 pêche, c'est qu'il n'y a pas les 6-7 mecs de très fort niveau derrière. Mais il y a la profondeur et il y a l'excellence. L'argument, en fait, que moi je trouve un petit peu fallacieux, c'est que quand on parle de profondeur, en réalité, on parle plutôt de la 2e catégorie. On parle plutôt des joueurs qui sont borderline All-Star, très bons titulaires. On parle pas des joueurs qui font des carrières anonymes pendant 10 ans.
On parle pas de, en fait, on se concentre sur un ou deux, et la profondeur, la vraie profondeur, elle est toujours laissée au second plan. Donc pour 2013, pour toi, on compterait pas les André Robertson, Allen Crabbe, ce type de joueurs-là, quoi. Eh ben, ces joueurs-là, en l'occurrence, ils rentrent dans le troisième, exactement, ils rentrent dans la troisième catégorie, mais jamais j'ai entendu dans un débat André Robertson ou Allen Crabbe venir pour défendre la qualité d'une draft. Ça n'arrive jamais. Ces joueurs-là sont jamais utilisés comme exemple. Alors que 2013, il y a des joueurs au second tour qui sont trouvés. Cette analyse montre d'ailleurs qu'au second tour, c'est 3-4 joueurs. 2013 remplit cette part du marché aussi. 2013, ce qui manque à 2013, c'est les All-Stars. C'est juste ça. Ouais. Mais je nuancerais un peu cette vision-là que tu donnes, parce que en focalisant sur le top 10 ou sur la loterie, on va dire. C'est-à-dire que quand la loterie est décevante, à partir de là, j'entends tout ce que tu disais. C'est 2013, c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs de loterie qui sont décevants entre guillemets, qui font pas une grande carrière. Anthony Bennett évidemment, mais Alex Len peut-être, Trey Burke, qui font pas des immenses carrières. Voilà, et parce que derrière, quand on a des bons joueurs, comme cité précédemment, qui sont en début de deuxième tour, par exemple, comme Allen Crabbe, on va considérer ça comme une steal, et donc pas vraiment le qualifier comme faisant partie de la qualité intrinsèque de la draft au moment où elle arrive. C'est-à-dire qu'au moment où on la juge, on juge surtout dans l'ordre, en fait, tout simplement. Et quand dans l'ordre, on va retrouver, pour prendre l'exemple numéro 1, qui est l'exemple de 2003, sauf une petite glissade, mais on retrouve de très très forts joueurs les uns à la suite des autres. Cette énumération, elle donne cet effet-là de grande draft entre guillemets, et ça se lise derrière, même si en fin de premier tour ou en début de second tour, finalement tu vas pas forcément avoir de grands joueurs. Enfin en 2003 ça se vérifie pas parce qu'il y a quand même 2-3 bons joueurs, mais dans ce type de cas-là, quoi. Donc avant de redonner la parole à Alan, du coup ça sous-entend qu'on s'en fiche de la profondeur. Parce que si on juge sur les 10, 14 premiers joueurs, c'est pas la profondeur l'argument. L'argument, c'est... Il faut définir ce que c'est la profondeur. Faut définir ce qu'est la profondeur. La profondeur, c'est ta capacité à trouver des joueurs qui auront la carrière, les fameux bons joueurs, qui sont plus loin dans la draft. Passer au-dessus de cette moyenne de la vingtaine de joueurs. Par exemple, la draft 2008 arrive à 25, ce qui est une anomalie. Ça, c'est la profondeur. Donc, en fait, j'entends cet argument, parce que moi, je tiens à dire que je te rejoins, en fait, Adrien, sur le fait que on juge la draft. En fait, pour moi, je suis un peu schizophrène dans ce podcast. Comment on dit que la draft doit être jugée et comment on la juge dans les faits. Et dans les faits, je suis d'accord avec Adrien qu'on la juge pas uniquement, mais on la juge grandement sur ce que fait le top 15. Alors qu'en réalité, on dit qu'on devrait pas la juger comme ça. Donc pour moi, il y a un paradoxe par rapport à ça. Ouais, c'est un bon débat, même sur la notion de profondeur. Parce qu'en vrai, souvent, quand on est entre amis ou avec des gens, qu'est-ce qu'on fait? On dit, si on redraftait la draft, tu vois, qu'est-ce que ça ferait? Et on s'arrête à la loterie souvent, ou des choses comme ça. Et là, c'est vrai que des Allen Crabbe, des Robertson, des role-players qui ont peut-être 2 contrats, des joueurs qui seront des joueurs de rotation, ils rentrent pas dans cette redraft-là. Et ça veut pas dire qu'ils sont pas mauvais, qu'ils sont mauvais. Ça veut juste dire que voilà, la notion de profondeur. Je suis assez d'accord avec ce que t'as démontré, Ben, c'est qu'elle est pas starifiée, la notion de profondeur. Mais en fait, c'est une notion de profondeur de bons joueurs plus. C'est pas une notion de profondeur de joueurs NBA. C'est-à-dire que là où, par exemple, une draft comme, je trouve, 2011, elle est profonde en bons joueurs. Solides joueurs, plus qu'en joueur NBA. C'est pas la même chose d'être un bon joueur que d'être un joueur NBA. Donc ça repose la question de la carrière, ce qu'on disait plus tôt, de quand est-ce qu'on définit qu'il y a eu un bon joueur NBA. Est-ce qu'un bon joueur NBA, c'est un journeyman qui va enchaîner les tout petits contrats et voir le terrain sur des garbage time, ou est-ce que c'est quand même un gars qui a eu un rôle, comme tu disais, Alan, au moins un rôle important à un moment donné, comme vu que tu prends la draft 2011, il y a Haïti évidemment en pick 60, mais tu vas avoir aussi au deuxième tour, t'as Chandler Parsons, je crois, t'as Bojan Bogdanovic. Voilà, quelques joueurs quand même qui ont eu un impact autre, même si Chandler Parsons a eu d'autres péripéties. Jimmy Butler. Ouais. Vas-y, Ben. Non, vas-y. Ah, c'était juste dire et Jimmy Butler au deuxième tour aussi, si on s'en rappelle. C'est fin de premier, non? C'est pas le pick 30? C'est pas 29, 30? Sachant que c'est Chicago, il me semble qu'on a le pick 30. Je crois, mais... Tout début du deuxième? Attends, c'est pas l'année après qu'ils aient le meilleur bilan, ou un truc comme ça? Ouais. Je vais vérifier, je dois me tromper si vous êtes deux.
Pour moi, c'est le pick 30, mais en tout cas, ça fait quand même partie, effectivement, de toute façon, le pick 30 de ces joueurs où, effectivement, il a dépassé les attentes et qu'il y a eu un vrai rôle, enfin, même plus que ça, c'est quand même, maintenant, il est considéré parmi les, si ce n'est les superstars, en tout cas, les stars très confirmées de NBA, quoi. Après, c'est là où l'article sur lequel je me suis basé, c'est pas parole d'évangile. Vous avez raison. Il y a une, 30e, voilà, Jimmy Butler. C'est vrai qu'il y a une faiblesse dans cet article, c'est qu'en fait, il met tous les joueurs sur un pied d'égalité, et c'est vrai qu'on n'attend pas fondamentalement la même chose d'un premier choix de draft et d'un 60e. C'est juste que, selon moi, la faiblesse de cet argument et la faiblesse, de l'idée selon laquelle il faut un équilibre entre profondeur et star power, c'est l'idée selon laquelle non, en fait, c'est vrai dans les faits, mais quand on a vraiment ces débats, et c'est normal parce qu'on va pas s'arrêter et citer 15 joueurs qui ont réussi, on le fait pas vraiment. Et là où la bonne carrière commence, selon moi, c'est tout simplement quand on excède ce qu'on devrait faire à son... C'est là où il y a un autre article d'ESPN qui est très intéressant, qui montre en gros ce que doit faire un joueur selon sa position de draft. Et selon moi, tu fais bonne carrière, entre guillemets, quand t'excèdes ça. Mais là, faudrait faire des tableaux à double entrée pour montrer c'est quoi comment le joueur a réussi. Enfin, c'est un petit peu trop compliqué. Et ça pourrait aller à l'encontre un peu de ce qu'on disait juste avant sur la loterie très importante, parce que je vais revenir sur une draft un peu ancienne, la draft 2001. La draft 2001, la loterie finalement elle est pas si impressionnante. Alors certes, il y a Pau Gasol en grosse tête d'affiche, t'as Tyson Chandler deuxième pick et t'as Joe Johnson en 10, mais le reste du top 10... À l'époque où ils draftaient encore les grands de high school. C'est Kwame Brown le first pick. Eddie Curry et Chandler, puis après ils se sont calmés quoi. Ouais, voilà. Mais voilà, en tout cas, la loterie, il y a quelques bons joueurs, dont un très grand avec Pau Gasol, on va dire. Mais après, cette draft, elle est souvent considérée comme une très bonne draft parce que derrière, t'as justement ce dont tu parlais, Ben, juste avant, des joueurs qui excèdent les attentes de très très loin, avec Zach Randolph, avec Tony Parker, avec Gilbert Arenas au deuxième tour, avec même Gerald Wallace, je pense qu'on peut le compter, qui est en fin de premier tour. Voilà, donc Gerald Wallace, l'époque sombre des Bobcats. Continue à All-Star à l'est. Incroyable. C'était le franchise player des Bobcats à une période. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est quand on commence à énumérer beaucoup de joueurs dans cette seconde partie, on va dire, de draft qui excèdent les attentes de loin, alors là, ça devient aussi un argument très fort malgré une loterie qui est, on va dire, correct, mais qui est pas non plus extraordinaire dans la liste des loteries de toutes les drafts. Ouais. De toute façon, si on regarde, il y a des podcasts qui ont été faits là-dessus. Plus on remonte, ça c'est un truc qu'on peut dire aussi sur la draft en général, plus on remonte, j'ai l'impression, après il y a quand même que si tu regardes les drafts d'entre 2000 et 2010, il y a beaucoup plus d'erreurs que sur les 10 dernières années, j'ai l'impression. Il y a quand même des GM qui, dans les années 2000, ont fait des trucs assez impardonnables. Ce qui accentue les styles, du coup. Ce qui accentue l'idée de style du second tour, comme tu dis. Surtout aussi parce que ces mecs-là, on les a vus faire 12 ans de carrière. On sait pas ce que vont faire certains joueurs encore draftés dans les 8 dernières années, quoi. Ils peuvent, voilà... L'exemple d'un Kyle Lowry, pour moi, est assez impressionnant parce que Kyle Lowry, sur ses 6 premières saisons, il est, je crois, à une dizaine de points par match. On pense pas que ça va devenir un joueur qui, potentiellement, si on refait une redraft de sa draft, part dans le top 3 assez facile. J'ai de mémoire 2005 ou 2006. Donc, il y a aussi ça, aussi laisser le temps. Et là, sur les drafts des années 2000, on est a posteriori, on peut regarder ça. On peut voir que, les front office se sont améliorés, il y a eu des meilleures techniques de scouting sur les profils étrangers notamment. Les prospects ne sortent plus directement du high school sur certains profils, donc c'est plus simple de pas se tromper sur certains. Sur d'autres, on se trompe pas, mais sur certains on se trompe. Donc c'est aussi intéressant de voir que voilà, les techniques sont plus trop les mêmes, mais que en vérité, ce truc de la grosse pioche du second tour, plus facile de l'avoir dans les années 2000 parce que dans les années 2010, ok, il y en a, Brogdon, comme par exemple, plein d'autres, hein. Mais on n'a pas encore eu l'entièreté de la carrière pour voir ça. Là où sur 2003, par exemple, en plus du top niveau, on a aussi David West et on a aussi Mo Williams, par exemple, qui a fait une grosse carrière pour un joueur du second tour, qui a été All-Star pour un joueur du second tour. Oui, totalement. Alors, petite blague entre nous, je pense pas, Alain, que Montaigne disait high school, mais voilà, c'est une petite blague entre nous. Ensuite, alors, j'entends l'argument de la Kyle Lowry, mais moi, c'est un argument que je trouve, j'ai un peu de mal avec cet argument-là, parce que
Kylori, il y a 5 joueurs qui ont la courbe de carrière de Kylori. C'est extrêmement rare qu'un joueur, après, on va dire, à la fin de son contrat rookie, dans son deuxième contrat, se révèle être un tout autre joueur qu'il a laissé entreapercevoir depuis le début de sa carrière NBA. Ce sont des exceptions, donc j'ai du mal à baser un modèle sur des exceptions. J'estime quand même qu'à la fin du contrat rookie, bien souvent, tu peux quand même donner un premier avis. Il y a bien sûr des exceptions, mais enfin si on devait si l'équipe Dunkebdo devait servir de tribunal depuis son existence sur tous les joueurs qui ont fini leur contrat rookie, je pense que dans 97% des cas on aurait bon sur la suite de la carrière. C'est juste que oui, il y a des profils de carrière qui sont inattendus, mais j'estime qu'après 4 ans on peut quand même faire un choix. Ensuite, pour revenir sur le reste de ce que tu as dit, oui, il y a eu des erreurs dans les années 2000. Je pense aussi qu'on peut dire que ces mecs-là ont été virés et on laissé la place à peut-être des des nouveaux dirigeants un peu moins archaïques, même si on veut pas céder au régime du chiffre, qui sont peut-être moins archaïques dans la façon dont ils réfléchissent le basket, etc. Donc il y a moins d'erreurs, et c'est ce qui fait, je pense, que dans les années 2010, les erreurs sont encore plus glorifiées. Genre Anthony Bennett, on va en entendre parler pendant des décennies, parce que en l'occurrence, alors Markelle Fultz, on va lui laisser un peu de temps, même si, d'après ce que j'ai dit, c'est mal parti. Bennett, quand tu regardes l'enchaînement des premiers choix de draft de la décennie, il va faire une tâche indélébile dans cet enchaînement-là. Ouais, totalement. Mais tu vois, ce que tu disais ce que vous disiez d'ailleurs tous les deux sur les erreurs, c'est assez intéressant. Peut-être que les erreurs, maintenant, justement, elles sont focalisées sur les premiers choix. Où là, on sent que les front office ont toujours cette envie de prendre le risque pour vraiment découvrir le talent générationnel ou en tout cas le joueur qui va faire passer leur cap. Là où c'est une discussion qu'on a déjà eue quand on parlait de draft. Maintenant, il y a toujours cette question du est-ce que je prends le fit ou est-ce que je prends l'upside, et les front office sont beaucoup plus prudents en choisissant le joueur qui va soit être le plus haut talent draftable à leur pick, soit en prenant un projet sur de plus longues années. Donc ils vont peut-être un peu plus le mettre en couveuse, on va dire, pendant quelques années, peut-être en G-League, etc. On va moins avoir cette impression du le gars a été drafté, je sais pas, 15-16e, et c'est un bust immense. L'impression est différente parce que la façon dont on draft et dont on fait évoluer les joueurs a aussi évolué en même temps que les front office. Et aussi parce que ça bouge plus vite, j'ai l'impression. Alors ça se base sur rien du tout. Peut-être que je me trompe complètement. Peut-être qu'il y a des journalistes qui ont fait des recherches et que c'est totalement faux. Mais j'ai l'impression que les équipes sont moins arrogantes, ont moins d'ego et sont plus amenées à changer, à transférer les jeunes joueurs plus vite. S'y accroche moins. Moi, je pense par exemple à un exemple, c'est Sacramento qui a quand même enchaîné une série d'échanges de ces jeunes joueurs ça en devenait caricatural. J'ai l'impression, parce que, et là, ça envoie peut-être à d'autres débats. De toute façon, tous les débats sont intriqués. Peut-être dans ces débats dont on parle entre la NBA bipolaire, d'un côté, on a soit tu joues le titre, soit tu dois reconstruire. Les équipes qui jouent le titre, elles ont pas le temps. Donc déjà, elles choisissent loin, et si le joueur paye pas, on l'échange, on l'envoie quelque part d'autre, on drafte pas, même avant, on échange notre choix de draft parce qu'on veut pas s'en occuper, et de l'autre, les équipes qui ont le temps, elles, vont peut-être se dire, c'est des monnaies d'échange qu'on garde en couveuse. Ouais, les équipes qui jouent le titre, c'est toujours à la deadline, ils ont drafté un gars dans le top 20 sur les 2 dernières années, ils peuvent l'échanger avec un pick pour avoir un joueur qui peut aider la rotation, quoi. On voit ça tout le temps, quasiment, depuis quelques années. C'est sûr. Mais du coup, ça se pose la question du comment on va pouvoir trancher tout ça, parce qu'évidemment, tu parlais des petites recherches, on a tous un peu regardé ce qui s'est fait sur quelle est la meilleure draft. Alors évidemment, 2003 va revenir beaucoup dans les discussions. Mais c'est peut-être difficile d'être aussi d'aussi catégorique, parce que justement il y a des drafts où entre comme tu disais Ben, en fait, finalement, entre le discours qu'on a envie d'avoir du comment faudrait juger et finalement comment on le juge aussi avec un certain affect, on va pas se mentir, je pense aussi il y a des drafts où les gens aiment toujours se dire ça je l'avais vu, ce joueur là je l'aimais bien et j'avais compris, donc il y a l'affect qui va rentrer en compte avec les carrières des différents joueurs. Je sais pas par où vous voulez attaquer le débat des meilleurs drafts.
Est-ce que dans le top, on peut réduire déjà sur les 20 années peut-être à 5-6 drafts pour ensuite débattre entre elles? Je pense déjà, avant de redonner la parole à Alan, 2003, c'est... je vais utiliser un mot que Montaigne n'utilisait aussi pas, c'est le gold standard, tu vois, c'est vraiment 2003, il y a tout. 2003, t'as la tête de gondole, enfin t'as LeBron James. Ça aussi, je pense, il faut aussi peut-être parler du fait que quand t'as un joueur, je parle même pas de Hall of Famer, je parle vraiment d'un joueur générationnel, ça va forcément influer sur la valeur de la draft. On parlera peut-être de celle d'Anthony Davis après, mais pour moi, ça influe énormément ça. 2003, il y a tout. Il y a LeBron James, il y a 4 Hall of Famer dans le modèle statistique dont je vous parlais. C'est la seule, bon, alors c'est encore difficile de juger les plus proches, mais 4 Hall of Famer qui sortent d'une draft, c'est du jamais vu. Enfin, c'est totalement incroyable. Ensuite, je pense qu'on a eu dans la fin des années, au carrefour entre les années 2000 et 2010, on a eu un enchaînement de très très fortes drafts, avec des drafts qui ont un petit peu tout. 2009, celle de Stephen Curry. Je parle juste en termes de tête de gondole, on reviendra peut-être plus précisément après. 2011, on a Kawhi Leonard. 2008, on a Russell Westbrook. Enfin, il y a quand même un enchaînement de drafts avec des joueurs qui sont majeurs maintenant en NBA. Donc, je pense que c'est peut-être dans ce carrefour-là qu'il faut regarder. Après, et là, je lance une balle à Alan. Peut-être qu'on regarde aussi beaucoup, on a ce biais-là, parce que les joueurs qui sont draftés à ce moment-là, ce sont les joueurs qui dominent la NBA actuellement. C'est les mecs qui ont 8 à 10 ans d'expérience. C'est logique qu'on ait peut-être un attrait à plus valoriser leur draft. Ouais, on vient de vivre le prime et on est peut-être dedans encore des joueurs draftés entre 2007 et 2011 peut-être. Peut-être, hein. Après c'est toujours dur, comme on l'a dit, il y a des destinées de carrière différentes, mais ouais, moi j'avais noté ce que t'as noté, Ben. Bon, 2003 bien sûr, de toute façon on va revenir, et puis après ouais, l'enchaînement 2008-2009, 2010, je pense pas que je l'inclus dedans. Et 2011-2012, ouais, que j'ai dans celle que je veux vraiment mentionner un peu dans le 2013 est intéressante parce que j'ai l'impression que plus on avance, plus elle peut faire défier parce que ça aussi, le plus important dans la draft, c'est la narrative, en gros. Et ça, c'est un mot que Montaigne n'aimerait pas que j'emploie. C'est que, c'est comment elle est parlée, le moment, et même comment elle est parlée avant le jour même de la draft. Exactement. Durant la saison NCAA, durant la saison, s'il y a des joueurs qui jouent ailleurs, c'est comment on te parle des joueurs, comment même on te parle de certains joueurs quand ils sont au lycée, et tu te mets à attendre cette draft-là. Et ça peut, par exemple, le meilleur exemple pour moi reste 2014. 2014, si on regarde à posteriori, on est 6 ans après 2014, donc on est au milieu du deuxième contrat sur ces joueurs-là. Ça devait être une draft qui devait nous sortir 6-7 All-Stars, deux joueurs potentiellement qui devaient finir dans les All-NBA. On avait Andrew Wiggins dont on parlait depuis très longtemps. Et donc voilà. Donc la narrative est aussi très importante dans l'évaluation de la draft. Et au niveau de la déception, peut être encore plus grande si jamais, ouais, exactement. Et pour revenir à la tête d'affiche dont tu parlais, Ben, 2007, on l'exclut quand même. Kevin Durant ne suffit pas malgré et quelques bons joueurs pour qu'on en parle, quoi. Mais alors moi je parlerai aussi de théorie de Ben, ceux qui ont écouté le 200 s'en souviendront. Je parlerai aussi de la tête d'affiche négative. C'est-à-dire que je vais rebondir sur ce qu'a dit Alan. On est parfois d'accord, hein, j'abonde totalement dans son sens sur le fait que c'est difficile quand une draft a vraiment une réputation horrible avant même que les joueurs soient sélectionnés de se relever de ça. Par exemple, 2013 pour moi sera toujours associé à Anthony Bennett. Là où 2013 sera toujours associé à Greg Oden. Et c'est difficile pour ces drafts-là, même si en plus, dans les deux, tu as quand même des MVP et des mecs qui, à un moment, alors je veux pas m'attirer les fans de LeBron, des mecs qui, à un moment, ont pu prétendre être le meilleur joueur de la ligue, ce qui, toutes les drafts ne peuvent pas prétendre à ce titre, hein. Pour moi, elles seront indéfiniment associées à l'échec du numéro 1. Le numéro 1 est trop symbolique pour que tu puisses t'en sortir. On va y revenir sur les drafts qu'on va faire sortir là du lot. Le numéro 1 est jamais au sol, claqué au sol. Enfin, il est jamais claqué. J'ai un contre-exemple parce que tu vois, je le citais tout à l'heure et j'avais envie un peu de la citer, même si je pense pas que ce soit la meilleure draft des 20 dernières années, je pense qu'elle est quand même à citer, c'est la 2001.
la 2001 avec Kwame Brown On en parle premier beaucoup de choix. Kobe Brown en 2001. Oui, c'est ça. Voilà, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais la draft est quand même hyper solide derrière pour différentes raisons et dans le narratif, comme tu disais, parce que il y a des joueurs qui dépassent, comme ce qu'on disait juste avant, les attentes, etc. Mais 2001 est une draft assez complète, malgré effectivement Kwame Brown qui va faire de l'ombre et qui va faire elle sera pas considérée comme la meilleure. Je pense que moi, l'ombre, c'est difficile de sortir de cette ombre-là, en fait. Je pense vraiment que, par exemple, 2001, si on revient à l'idée de profondeur, potentiellement, tu peux dire que c'est presque la meilleure des 20 dernières années où ça se défend. Ça se défend vraiment. Le problème, c'est que, alors déjà, il y a un problème parce que les deux Hall of Famers sont deux non-américains et ça, pour moi, bref, c'est un autre débat, mais ça peut poser des problèmes sur la façon dont on va reconnaître cette draft. Et la première chose, c'est que je trouve que l'ombre de Kwame Brown sera toujours trop grande. Parce que Alan l'a dit, 2001, tu parlais à un fan de NBA, il y a un moment, si tu lui demandes de citer 5 mots, il y a quand même Kwame Brown qui va arriver à un moment. Là où certaines peuvent s'en défaire. Enfin, c'est peut-être que... Donc heureusement que Détroit avait pas le first pick en 2003, quoi. Ah bah, heureusement. Bon, là, ça aurait peut-être été trop gros. Les mecs derrière auraient peut-être été trop forts, mais... L'ombre est trop petite. Ouais, l'ombre est trop petite par rapport aux géants derrière, mais je pense vraiment le numéro 1 est trop symbolique. Enfin, peut-être que je me trompe. C'est vrai qu'il est très symbolique. Et tellement symbolique. Enfin, les numéros 1, je pense que tous les fans NBA, on est capable de les citer sur les 20 dernières années, les numéros 1, on les connaît. Oui, même les ombres, elles sont tellement fortes que du coup, on les reconnaît également. Quoi. Et tu vois, c'est là où des drafts comme 2005, 2006 regorgent de bons joueurs, mais c'est les drafts de Bogut et Bargnani numéro 1. Et donc, c'est là où, malheureusement, elle passe pas le cut de ce dont on parle parce qu'en fait, on va pas vraiment se mentir aussi. Si le numéro, bien sûr, il y a des erreurs, mais quand t'as le numéro 1 qui est fort, c'est que c'est souvent un joueur générationnel. Donc, et il est pris en numéro 1. Bon, même si voilà, Durant, Oden, c'est un peu un débat, mais souvent, quand t'as un numéro 1 unanime, il y a ça aussi, quand t'as un numéro 1 unanime, souvent c'est gage d'un joueur générationnel et d'une draft qui peut être de qualité en haut, c'est-à-dire en termes de star, parce que un numéro 1 générationnel, c'est sûrement un All-Star, c'est sûrement un joueur qui fera une grosse carrière et tout ça. S'il y a du débat sur le numéro 1, là, on peut te balancer 10 ans après, mais tu regardes, tu vois, il y avait quand même plein de bons joueurs. Et c'est vrai, il y a toujours des bons joueurs dans une draft, de toute façon. Oui. Il y a toujours, non mais c'est vrai, il y a toujours des bons joueurs. Parce qu'aussi, il y a souci de contrat, opportunité, c'est-à-dire un joueur, on le draft au premier tour, on va lui donner plus d'opportunités, on peut en faire un bon joueur aussi. Et donc, ce que je dis, c'est là où par contre, tu as des drafts, on sait pas trop sur le numéro 1 et c'est pas un joueur générationnel qui sort du chapeau, et ben souvent, on juge cette draft un petit peu moins élevée que celle dont on a parlé. Et c'est dommage qu'on soit si tôt en 2020 finalement, parce que 2017, tu vois, par exemple, parce que c'est ça me fait penser à 2017 en fait, tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Markel Fultz, tu le disais, bon, c'est un peu dur de le juger maintenant, mais a priori, il sera pas au niveau d'un first pick de draft. Et pourtant, même si on est très tôt, il y a quand même pas mal de bons joueurs qui pourraient même devenir de très grands joueurs et donc redorer le blason de cette draft là. Mais avec voilà, encore une nouvelle fois un first pick peut-être moyen, mais là on voit il y a beaucoup de joueurs qui sont très très intéressants sur dans la loterie, on va dire, de 2017. Même si le top 10 de 2017 va faire quand même mal. Vous vous souvenez, enfin on faisait des podcasts là-dessus, le podcast existait déjà, pardon. Il y avait beaucoup, on parlait du quintet de meneurs. On devait avoir une révolution au niveau du poste de meneur. Je me rappelle écrire des articles sur ça, qui annonçaient que Kyrie allait dominer la NBA. Alors ça, mais à coup de pas, hein, ça arrive même au meilleur. Et de ce quintet de meneurs, c'est De'Aaron Fox le meilleur et de très loin. Et ça, qui l'aurait parié? Tu l'as dit, Markel Fultz, et on lui souhaite le meilleur, mais c'est compliqué. Lonzo Ball sera probablement un joueur qui aura une très bonne carrière, mais il va pas être le meneur générationnel qu'on a promis. Dennis Smith est déjà en grande difficulté. Pareil pour Frank Ntilikina. Et donc là où encore une fois, et même la fin de la loterie vient de sauver, parce que t'as des très bons joueurs, on pense bien sûr à Donovan Mitchell, le fait que et là je vais rebondir sur ce qu'a dit Alan, le fait que la façon dont on t'a vendu la draft, in fine, c'est pas la façon dont elle va se matérialiser, ça va être un gros problème sur la façon dont on va parler de cette draft dans le futur. Exactement.
Et donc du coup, ça va être le gros problème pour la draft 2013, par exemple, avec malgré tout un Giannis qui risque de devenir, enfin qu'il est déjà d'ailleurs un talent incroyable, générationnel, MVP, qui nous gratifiera peut-être d'autres exploits. Mais c'est pas du tout ce qui nous était vendu dans cette draft. Giannis, le meilleur joueur, quoi. C'est même si Oladipo fait une draft plutôt correcte et c'était lui qui était quand même attendu, si je me souviens bien, Anthony Bennett, c'était une grosse surprise quand même qu'il soit choisi en first pick. Ça discutait plus autour d'Oladipo et d'Otto Porter et de Nerlens Noel même sur certaines hypes pour ceux qui croyaient encore au big. Mais voilà, donc Oladipo fait une carrière tout à fait honorable, mais effectivement dans comment on nous était présenté cette année-là, c'était pas Giannis qui devait être le porte-drapeau, on va dire. Et par rapport au numéro 1, juste dernière chose, Alan, tu m'as fait penser à ça quand t'énumérais le milieu des années 2000. Ça vient totalement illustrer le fait qu'on joue moins à la roulette russe avec les internationaux, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que Bargnani-Bogut, ça m'étonnerait que Bargnani-Bogut sorte dans les années 2010 maintenant. Bogut joue à NCAA en plus. Donc c'était un peu différent, mais le Bargnani, ouais. Mais en fait c'est ça. Et j'écoutais ça dans un podcast, je me rappelle plus. Mais ça aussi c'est l'effet Dirk. Ça, il y a des énormes erreurs sur des profils européens dans les années 2000 parce que on cherche des franchises se sont mis. De toute façon c'est une ligue de copiage. Tu vois, j'ai pas dit copycat pour pas faire mal à Montaigne, mais les gens ils vont péter un podcast, faudra faire une référence le à running Montaigne. gag. Ouais, le running gag. On fera un épisode sur les essais. Mais voilà, tu vois, il y a beaucoup d'erreurs d'Européens parce qu'on cherche le nouveau Dirk. Puis il y a les grands, ça a été à la mode parce qu'on cherchait son grand. Puis après on cherchait l'ailier. Et donc ça fait des erreurs aussi au milieu des années 2010 là sur certains types d'ailiers qui n'ont pas performé dans la loterie. Et là où tu vois, on n'en parlait pas trop à l'époque, mais parce qu'il y avait d'autres arguments. Est-ce que des franchises ont eu peur de drafter Luka parce qu'il était européen? Ça, on saura peut-être pas, on le saura un jour, mais probablement, mais dans le narratif inversé, j'ai envie de te dire, c'est qu'aussi les franchises NBA ont toujours peur depuis justement la jurisprudence Bargnani, on va dire, on a peur de prendre le risque de prendre donc le joueur européen et que ce soit un bust. Et là, c'est d'autant plus le retour de bâton est d'autant plus sévère. Voilà que quand tu prends un bust américain, parce qu'on te dit, de toute façon, on le savait, c'était qu'un pauvre européen entre grands guillemets. Alors que les statistiques montrent que c'est la même chose en fait. Enfin, il y a pas les Européens sont pas plus prompts à buster ou à manquer leur carrière NBA que les autres. Et je vous rejoins complètement. Si Luka, et il va probablement le faire, devient un top 5 NBA, un MVP, attendez-vous à ce que dans 5 ans, les franchises NBA sélectionnent tout ce qui sort d'Europe, quoi. Enfin, amenez vos petits cousins à jouer au basket parce qu'il y aura des ouvertures. Enfin, ça va encore être... C'est sûr que il y a des mecs type Mario Hezonja qui pourraient se retrouver first pick d'ici quelques années, quoi. Mais totalement. Et pour moi c'est le seul endroit où la NBA a encore besoin de rationalité, c'est sur les profils européens. Parce que il y en a maintenant sur les grands. C'est-à-dire, et ça devient même peut-être l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on s'éloigne des grands vraiment là où avant on les sélectionnait à tout va. Mais il manque toujours ce recul sur les profils européens où soit on a été dans l'extrême chercher le nouveau Dirk comme l'a dit Alan, soit maintenant on s'en éloigne totalement. Il n'y a pas de juste milieu et j'ai peur qu'un nouveau joueur générationnel sur le vieux continent vienne encore une fois dérégler totalement les baromètres NBA. C'est une question qui se pose. Il y en a un, mais il faudra attendre, et il affole déjà tout le monde, c'est Victor Wembanyama, le Français de 16 ans qui fait 2m20 et qui rend déjà fou les Américains et qui, comme tu l'as dit Ben, t'as employé le bon mot, il dit qu'il pourrait changer un peu le baromètre. Là aussi, tu vois, et c'est intéressant, Kristaps a aussi changé un peu le baromètre à un moment. Tout le monde cherchait un peu sa licorne et ça a donné du Bender dans le top 5. Est-ce que Kristaps a vraiment, moi c'est quelque chose auquel j'ai un peu réfléchi. Est-ce que l'impact de Kristaps sur la draft, je le trouve pas si énorme que ça avec le recul? Moi je trouve qu'il y a quand même cette idée d'espèce de licorne qui... Ouais, le terme licorne déjà est associé à Kristaps. Il y a peut-être pas de prise de risque. Dragan Bender, je vois ça un peu dans ce délire là, moi, mais... Peut-être, ouais, Bender, je comprends, mais j'ai l'impression qu'on est plus... Même à Lauri Markkanen... Mais Markkanen joue aux États-Unis, donc c'est toujours différent, tu vois. Est-ce que ces licornes-là, on n'a pas essayé de les chercher du côté des Américains aussi?
Parce que il y en avait, enfin, Davis, c'est difficile de dire que c'est une licorne, mais pour moi, fondamentalement, c'en est une aussi. Et est-ce qu'on n'a pas aussi... Oui, ou Kat. Ouais, oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, Kristaps, c'est un symptôme, mais c'est entre guillemets, c'est pas une maladie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là où pas Dirk, le virus en lui-même, ouais. Oui, c'est ça. Là où Dirk, il a changé la matrice totalement. Il a peut-être ouais, non, mais c'est un sursaut, Kristaps, avec la retraite de Dirk, en fait. Ça va avec, il y a ce côté, putain, Dirk, c'est vraiment fini. Excusez-moi la vulgarité, mais c'est comme ça que c'est sorti. Dirk, c'est vraiment fini, et du coup, il fallait un héritier. Ouais, et en plus, bon, là, il se retrouve au Mavs. L'évolution. Voilà, c'est ça, le 2.0, comme tu veux l'appeler. Mais voilà, je pense que ça a été aussi accentué par la retraite de Dirk et cette espèce de fin d'une époque qui à chaque fois déclenche un excès de nostalgie, et tu veux retrouver ce profil-là quelque part. Totalement. À voir après, parce que là où, enfin, voilà, on dit qu'on a cherché, et Alan parlait de cette chasse au nouveau profil, c'est vrai, mais j'ai l'impression que, en fait, la chasse au nouveau profil est tellement en raccord, et c'est peut-être pour ça qu'on se trompe moins maintenant. Les profils qu'on recherche sont tellement en raccord avec la façon dont on joue que quand tu fais une erreur, elle est moins visible que quand tu te trompes sur Bargnani, qui est quand même, et on va pas faire les pires premiers choix, mais Bargnani, c'est en plus que ce que tu draftes ne correspond pas vraiment à la façon dont on joue. Si tu te trompes sur Wiggins. Alors déjà, en théorie, t'étais pas censé te tromper sur Wiggins parce que c'était censé être un excellent prospect. Bah, ça reste quand même, on peut voir Wiggins, je serais étonné que dans 5 ans, il soit pas encore NBA. Mais Wiggins, c'est justement le prototype du gars qui était unanimement pratiquement le number one pick, donc on va le considérer comme un bust en tant que joueur. C'est plus le joueur qui va prendre le blame. Les gens qui vont être plus mécontents du joueur que de l'équipe, en fait, finalement, qui ne s'est pas trompé. Mais oui, parfaitement. Et moi, ce que je veux dire, c'est plutôt que son profil est tellement en raccord avec ce qui se fait en ce moment. C'est un ailier. Alors certes, il défend pas, mais il essaye de shooter, qu'il aurait une longue carrière. Il était présenté comme défenseur à un moment donné. Moi, je me souviens de la première année, la séquence où on le voit défendre sur, je crois que c'était sur James Harden, où les gens s'affolaient. Enfin bref. Donc c'est ça. Donc moi, je pense qu'il aurait une longue carrière. Là où d'autres, ça a été un petit peu plus écourté parce que on a essayé de forcer. Je pense que selon moi, c'est peut-être ça la conclusion. On force moins peut-être. On force moins le destin et on écoute peut-être plus autour de nous quand il s'agit de la draft et des front office. Et donc du coup, est-ce qu'on doit prendre ces caractéristiques en compte en classant nos drafts? C'est-à-dire est-ce qu'on peut dire qu'une draft de début des années 2000 est meilleure parce qu'il y en a d'autres qui se sont plus plantés, ou est-ce qu'on doit ne pas le prendre en compte et le mettre au même niveau que des drafts, disons, milieu des années 2010? Je vais poser une question, je vais vous remettre dans l'embarras. Qu'est-ce que c'est se planter du coup? Parce qu'on a dit c'est quoi une bonne draft? C'est quoi se planter fondamentalement? Bah tu vois, voilà, bah pour moi c'est se planter, ça va aussi aller avec l'image de ce qu'ont les joueurs et l'équipe avant, mais aussi après. Et donc bon, pas de deuxième contrat, c'est se planter pour la carrière d'un joueur. Pour moi, tu vois, là, je mettrais la nuance sur. Aussi, si l'équipe ne lui offre pas de deuxième contrat, l'équipe ça reste peut-être aussi. C'est une erreur pour elle. Aussi. Oui, c'est une erreur pour elle, mais je pense que, enfin, en tout cas, comme moi je le considère, l'erreur, elle est, comme ce que disait un peu Ben, quand tu draftes à côté de ce qui se fait ou de ce qui devrait se faire. Parce que des fois, tu te plantes et tu pouvais pas vraiment l'anticiper. Il y a des joueurs, t'as pris Wiggins, mais Wiggins, ça reste un joueur correct, donc qui était drafté du coup numéro 1. Mais il y en a où ils ont ce profil-là, ils sont draftés entre la 10e et la 20e place. Ils ont tout ce qu'il faut pour que ça marche, et finalement ça marche pas. Alors il y a différents facteurs, des fois l'équipe est à blâmer sur la formation, sur le temps de jeu, sur tout ce que tu veux, mais pour moi quand il y a une vraie erreur, c'est quand t'es vraiment à contre-courant, et c'est accentué, ça aussi il faut en parler, c'est accentué par les gars qui sont juste derrière. Parce que si tu te plantes, mettons quand tu rates, tu vois, tu parlais de Stephen Curry, on parlait des drafts pleines de meneurs, Voilà, bah exactement. Mais voilà, tout le monde le voit tout de suite. C'est-à-dire que quand tu reviens sur cette draft et que tu penses aux Timberwolves qui draftent 2 meneurs, alors qu'ils sont pas forcément des mauvais profils. Mais oui, mais qui sont pas forcément des mauvais profils. C'est-à-dire que Ricky Rubio, oui, 2 fois le même poste dans le top 10 déjà, c'est quelque chose. Mais en tout cas, les profils sont pas incohérents en soi par rapport à ce que je disais juste avant, mais par contre le contraste avec ce que tu rates derrière fait que ça devient un mauvais choix. Donc pour moi il y a ces deux paramètres ensemble qui créent le mauvais choix. Je sais pas si toi tu le vois autrement, mais voilà pour moi. Ouais, je suis assez
Ça, c'est toujours terrible, hein. C'est ce qui s'est pris dans les 3-4 choix d'après. Parce et d'ailleurs, des fois, des équipes qui vont être louées pour un bon pick, et ben, en fait, elles auraient pris un des gars qui aurait été pris avant si jamais il était disponible. C'est juste qu'il était plus là, et donc elles ont pris un autre. Est-ce que Miami aurait pris Darko Milicic? Mais ça c'est sorti un peu dernièrement. Il y a eu des podcasts qui ont été faits sur ça pendant le confinement. Beaucoup de gens voulaient parler. Il n'y avait pas grand chose à parler, donc on s'est mis à reparler un peu d'histoire. Ouais, on sait qu'on a eu du mal aussi. Ouais. Et en fait, l'histoire est sortie donc de Chad Ford qui dit que les Pistons, que les Pistons étaient à New York en playoff pour jouer les Nets. Darko Milicic arrive aux États-Unis, il s'entraîne dans le même gymnase qu'eux, donc à l'autre bout, donc sur 2 paniers différents. Tous les mecs il fait l'entraînement de sa vie, il fait le workout de sa vie. Même Ben Wallace, tout le monde est hyper impressionné. Ils disent ils vont voir du Mars, ouais, on veut Darko. Et alors donc eux c'était Darko, et ce qui se dit c'est que Pat Riley ne voulait pas D-Wade. Il voulait quelqu'un d'autre. Il voulait Chris Bosh. Et finalement, bon, après, Chris Bosh, il l'a eu finalement. Ça allait. Mais il l'a eu finalement. Oui, en plus. Mais donc, tu vois, souvent, on loue des équipes pour, c'est super, tu vois, les Spurs, d'autres équipes qui sont Coucou Madiane. Tu vois, c'est un super type de joueur qui a été pris par eux, voilà. En fait, des fois, il leur tombe dessus et c'est pas ce qu'ils voulaient le soir de la draft. C'est juste que le joueur qu'ils voulaient, c'est parti 2 pics avant. Donc, ouais, Ginobili, c'est l'histoire est un peu la même, hein. Apparemment, Ginobili était pas hyper voulu, et puis finalement, ils se disent, voilà, ils ont été un peu en avance sur aller chercher ces Européens, ou disons hors États-Unis, parce que Argentin, c'est quand même l'Amérique du Sud, mais ils jouaient en Europe, voilà. Mais effectivement, des fois, ça se joue à rien, ça fait partie du hasard de la loterie, quoi. Enfin, de la draft, en tout cas. Pour reprendre ta définition, Adrien, parce que je suis quelqu'un de fondamentalement mauvais qui aime mettre les autres dans des situations inconfortables, je reprends ta définition. Est-ce que Trae Young, c'est un mauvais choix? Bah non, du coup, parce que Trae Young n'a pas ce côté, le profil ne correspond pas. Alors certes, il va souffrir toute sa vie de la comparaison avec Luka, c'est évident. Par contre, un meneur qui est très fort sur pick and roll, capable d'organiser ton jeu et de pull-up à 11 mètres, et ben c'est tout à fait ce qui se fait, et du coup dans ce cas-là, c'est pas totalement, le choix n'est pas totalement incohérent. Alors tu vas forcément souffrir de la comparaison un petit peu. Te laisse pas avoir là, il t'a mis dans les cordes. Mais non, tout va bien. Mais je le qualifierais pas moi de mauvais choix en lui-même, parce que d'une part le joueur est prolifique, il est dans ce qui se fait en NBA actuellement, et en plus en termes de hype, il a permis à Atlanta de revenir. Il a quand même beaucoup de choses pour lui. Malgré une défense absente, par exemple. Donc, Jabari Parker, c'est un mauvais choix, par contre. Et Jahlil Okafor aussi. Alors, Jahlil Okafor, c'est sûr. Mais Jahlil Okafor, on en a déjà parlé plusieurs fois. Parce que Jahlil Okafor, malheureusement pour lui, c'est pile, on parlait des grands, là, des gens des équipes qui se focalisaient sur les bigs un peu dominants offensivement. C'est pile au moment où la NBA change de paradigme, de façon de jouer, il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, entre guillemets. Dommage pour lui. Moi, ça me fait plus de la peine pour lui qu'autre chose. Après, Jabari Parker, c'est quand même, c'est un ailier, tu vois, t'en parlais pour Wiggins, c'est un peu la même problématique, même si du coup, il fait une moins bonne carrière. C'est peut-être, justement, ça rejoint peut-être un peu plus l'exemple que je voulais donner, où il fait une moins bonne carrière, mais d'un côté, ailier offensif, qui était comparé à un Carmelo Anthony au moment de sa draft, par exemple. Qui se fait 2 fois le genou dans ses 3 premières années aussi. Voilà, ça aide pas, c'est vrai que les blessures, pour Greg Oden, c'était aussi valable, d'ailleurs, les blessures. Mais voilà, Jabari Parker, pour moi, c'est pas non plus un choix incohérent, c'est un ailier, il correspond dans le poste, le type de joueur. Par exemple, Embiid, qui sort juste derrière, donc dans ces drafts-là, est beaucoup plus un risque, parce que déjà, il y a beaucoup plus de questions sur le joueur qui avait commencé le basket il y a pas longtemps, etc., mais aussi sur le poste de pivot. Sauf qu'en 3, vu que Wiggins et Parker sont partis, ils peuvent le prendre sans se poser de grosses questions. Mais je pense pas que Jabari Parker intrinsèquement soit un mauvais choix. Alors a posteriori peut-être un peu plus, mais pour moi, au moment de la draft, je le considère pas comme tel. Donc si on entre dans et je continue à cuisiner Adrien, mais si on entre dans une dimension parallèle, du coup, l'erreur aurait été cette année-là de prendre Embiid en 1 et Embiid qui en réalité ne devient pas le joueur qu'il est en ce moment. Ça aurait été une erreur. Par exemple, je pense que oui, beaucoup plus. D'accord. Si tu prends un pivot en 1 et qui, par exemple, je vais renvoyer la balle un peu à Alan, comme ça, c'est une facilité un peu. Mais tu vois, il y a James Wiseman dont on parle beaucoup sur la draft qui arrive là pour 2020.
et donc qui est un big, et je sais qu'il y a des mocks où il est très haut. Toi Alan, t'es peut-être moins dans ce cas-là parce que justement drafter un big très haut, c'est pas ce qui se fait. Mais justement là, si quelqu'un draft Wiseman, je transfère là 1, 2, et que Wiseman ne devient pas aussi bon et devient simple rim runner entre guillemets, ce sera considéré comme une erreur. On est d'accord? Ouais, moi je suis assez d'accord sur drafter un pivot, faut qu'il soit vraiment générationnel, mais là où je trouve Ben pointe bien le truc, c'est que Embiid, on savait quand même que, enfin je sais pas, après on était jeunes, on est toujours jeunes, mais on savait que il avait quand même toutes les qualités du pivot un peu moderne, tu vois, protection de cercle, tout ça. Là où Jalil, non, il y a pas vraiment d'excuses. Et d'ailleurs, si vous voulez, Ben l'avait écrit avant la draft dans un article qui est toujours sur le site d'ailleurs, que je suis retombé dessus dernièrement. Je me rappelle plus du titre, mais qui présentait. C'était tranchant. Ouais, Jahlil Okafor comme un prospect à contre-temps, en gros, si on veut le dire historiquement. Mais ouais, sur Wiseman, je suis assez d'accord. C'est un truc qui sort de plus en plus dernièrement. Si tu regardes, il y a de moins en moins de grands intérieurs dans le top 5 draftés, et on draft que ceux qui pourraient vraiment devenir générationnels. Alors, on pensait que, dont certains, DeAndre Ayton a ce profil-là. Le profil, on nous le dira, tu vois, le futur nous le dira. James Wiseman, voilà, certains l'ont très haut. Aussi, pourquoi? Et ça rebondit, parce que c'est la narrative. C'est que c'était le meilleur joueur au lycée. Enfin, selon les classements aussi, parce que. Oui, évidemment. Les gens ne regardent pas les matchs de lycée, hein. Et ils disent que c'était le meilleur joueur du lycée. Ils se basent sur un classement qui a été fait soit par ESPN, soit par 24/7 Sports, qui sont des très bons sites, hein, mais. Toujours est-il qu'Avery Bradley est le meilleur joueur du lycée son année, et Cliff Alexander, le meilleur joueur de son lycée aussi, il joue au Mans maintenant. Donc, et il y a rien contre ça, hein, mais ça veut pas dire que c'est une réalité ancrée. Mais Wiseman a été présenté comme un numéro 1 depuis 2 ans, donc dans la tête des gens, il doit être au maximum top 3. Alors qu'en fait, non, je suis assez d'accord avec ce que tu disais là-dessus, en fait, pour moi, là, sur les 5 dernières années, on n'a pas encore vu l'entièreté des carrières, mais sur 2014, moi, je pense qu'Embiid, et si je me rappelle bien, je suis à l'époque, dans les dernières semaines, les derniers jours, il y avait des rumeurs Embiid en numéro 1, qui sortaient un peu. Il y avait, en fait, Wiggins, il a commencé très haut quand il avait 16 ans, et j'avais l'impression que plus le jour de sa draft arrivait, plus ça baissait un tout petit peu la hype, là où Embiid, malgré sa blessure, malgré qu'il ait appris le basket un peu plus tard, comme tu le disais, et ça montait, et il y avait des rumeurs comme quoi il aurait pu partir en 1, si je me rappelle bien. Ouais, du coup, Ben, c'est quoi, toi, ta définition d'une erreur? Parce que t'as beau me cuisiner, je veux pas t'oublier. Ah, mince. Je pensais qu'il allait m'oublier. Juste, alors pour l'autopromotion, le titre, c'est Le paradoxe Jahlil Okafor, : le prospect anachronique. Mais bon, on est en train de retaper le site, donc le design du site sera totalement ancien. Et pour répondre à ta question, Adrien, je pense que le pire, c'est qu'en plus, j'ai la même définition. Donc, je voulais en fait la tester, ta définition, pour voir si même moi, la mienne était solide. Non, je pense qu'il y a un peu de ça. Après, j'ai un peu de mal à faire entrer l'idée du profil dans la définition. Et c'est là où ça va devenir extrêmement brouillon, parce que si on fait entrer le profil à une si grosse valeur dans l'idée d'erreur, bah en gros moi je suis un GM, je sélectionne des ailiers à chaque fois top 5 et puis je me dis ah bah non, j'ai sélectionné ce qu'il fallait, c'est juste je suis tombé sur le mauvais gars. Donc cette idée de un peu se décrocher du profil, si c'est ça aussi, on sélectionne aucun pivot dans le top 15 sur les 35 prochaines années. Donc mais ça dépend si tu as peur de l'erreur, en fait. C'est le concept de risk and reward, quoi. C'est-à-dire que est-ce que tu as peur de te tromper, mais peut-être que tu as une chance d'avoir un truc incroyable, enfin en tout cas meilleur qu'attendu. Ou est-ce que tu préfères jouer la sécurité et du coup tu prends le bon profil qui est carré, le mec qui a fait 4 ans de fac, il va t'apporter, comme dirait Tom, un niveau plancher et ton plafond est pas très haut. Le mec qui a fait 4 ans de fac, ça veut pas dire qu'il jouera bien. Non, mais pas forcément, mais je schématise, je caricature le côté risque et voilà, si tu veux, en tout cas, le joueur de niveau plancher ou le joueur de niveau plafond, pour reprendre les termes chers à Tom. Là où pour moi ça c'est extrêmement difficile à faire, c'est qu'on parle d'équipes très hautes à la draft. Elles ont pas fait des bonnes saisons, les front office sont sous pression. Ils peuvent pas réfléchir comme ça.
Ils peuvent pas réfléchir. Je prends un joueur carré sur, au pire, parce que si tu prends ton joueur carré sur au numéro 2 et que t'as laissé passer le potentiel, on en parlait avec certains joueurs qui ont le malheur d'être sélectionnés, le théorème Luke Kennard, bah le problème, c'est que toute ta vie en tant que GM, tu seras raccroché au mec que t'as pas sélectionné. Donc, ce qui amène la notion de risque, ce qui amène les erreurs. Donc en fait, je pense pas que tu sois si en possibilité quand tu drafts si haut que ça, t'as pas les mains si libres que ça. Donc c'est pour ça où quel exemple je pourrais prendre. Par exemple, on parlait de la draft de cette année. Le choix des Warriors, s'il est pas échangé, pour moi c'est un des plus durs à faire que j'ai rarement vu, parce que t'as le besoin au poste de pivot, c'est clair. Mais si, et ça irait contre la philosophie des Warriors dernièrement de prendre un pivot, tu fais quoi? T'as pas vraiment les mains libres. Donc c'est pour ça, en fait, juger sur le profil et la capacité à prendre des risques ou pas, tout le monde n'est pas en possibilité de prendre des risques. C'est pour ça que les mecs de la fin de draft se gavent. Parce que quand t'es déjà en playoff, quand t'es déjà en finale de conf au deuxième tour des playoffs, bien sûr, si tu vois OG Anunoby qui tombe alors qu'en plus il a eu des problèmes de blessure, tu le prends, parce que tu te dis, si jamais je réussis, alors qu'on sait qu'en dehors du top 15, t'as une chance sur 3, bah c'est tout bénef. Tu peux pas faire ça, fondamentalement, quand tu sélectionnes. Non, mais tout le monde ne le fait pas non plus. Je pense à Kevin Porter Jr., petit chouchou d'Alan, par exemple, qui est tombé très 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 bas, alors qu'au bout d'un moment, quand on est arrivé à la 20e place, on s'est dit, bon, il y en a bien un qui va le prendre, de toute façon, tu crains rien, parce que tu te feras pas engueuler si jamais ça ne fonctionne pas. Je pense que Kevin Porter Jr., tout le monde pensait qu'il était vraiment... Alors j'ose pas le dire parce que j'ai peur qu'Alan. Bah non, allez, Alan, je te laisse la parole. Non, tout le monde pensait qu'il avait des soucis hors terrain, c'est ça que t'allais dire. Oui, il y avait ça aussi à la draft. Hein. Le hors terrain, les rencontres avec les équipes. C'est vrai, de plus en plus on parlait des processus qui ont évolué. Il y a de plus en plus d'évaluation psychologique, ou en tout cas. Là, oui, exactement. Là, cette année, on a appris, voilà, c'est-à-dire qu'un des jeunes entre 18 et 20 ans se sont tapés une vingtaine d'interviews Zoom d'1 heure tous les jours, quoi, avec des franchises NBA. Donc, c'est ça, avec leurs agents qui les font réviser. Oui, exactement, avec des révisions, ils peuvent faire des erreurs, des choses comme ça. Donc tout ça, ça peut jouer, ça peut te faire descendre, ça peut te faire monter. Donc ouais, c'est assez aussi notable. Mais moi, je pense que, comme disait Ben là sur le truc des Warriors, c'est assez intéressant. Moi, je pense juste qu'il faut, à part les Warriors, mais quand t'es dans la loterie, tu y es pour une bonne raison. Et même si tu as fait une belle saison, même si t'as fait plus de tes attentes, t'auras toujours besoin de bons joueurs. Enfin, se dire, ce joueur, il a un moins bon potentiel, mais il va bien avec ce qu'on a pour le moment. Pour moi, c'est quelque chose qui marche pas. Et si on regarde souvent les équipes qui ont drafté pour ça, avec cette optique-là, malheureusement, elles se sont trompées. Et ça se fait de moins en moins. C'est-à-dire que, voilà, moi, par exemple, c'est mon combat. Je veux que si les Cavs ont un joueur, et ça dépend de comment elles évaluent eux. Si pour elles c'est un joueur à un intérieur ou un poste 3 sur leur board qui est devant un meneur, et ben qu'ils le prennent. Mais si ils ont des meneurs qui pensent qu'ils seront meilleurs que des postes 3, et qui ne prennent pas ces meneurs-là parce qu'ils ont Colin Sexton et Darius Garland, mais pour moi c'est une erreur incroyable. Bah a priori, si on s'en fie à l'agent de Killian Hayes qui répondait à Envergure, là, chez qui tu es aussi également, les Cavs ne prévoient pas de drafter un guard. Voilà. Les Cavs, paraît-il, après les smokes, les écrans de fumée, ça existe à la draft. Hein. Évidemment. On te remercie. Exactement. Tu vois, t'as vu, j'ai commencé, mais voilà, ce qui serait sorti, les Cavs ne veulent pas drafter d'extérieur parce qu'ils ont Garland et Sexton. Alors moi, cette phrase, elle me... Après, je trouve que c'est un peu... Je suis d'accord avec Alan, mais il y a des moments où si tu fais ça et que, disons, allez, scénario improbable, tu tapes 3 années de suite où en fait le joueur que tu dois sélectionner au moment où c'est le même poste, il y a quand même des problématiques d'évolution du joueur qui rentrent en compte. Tu peux pas juste aligner, on n'est pas sur Touquet, tu peux pas... Enfin, il y a un moment où t'es obligé de... Tu fais des sacrifices comme les Sixers, hein. Mais tu peux aligner en espérant que un va marcher, quoi. Parce que ils marcheront pas tous, malheureusement. Puis encore une fois, c'est l'exemple des Sixers avec Jalil et Embiid. Exactement. Et ça, ça, c'est les Sixers de ce moment-là qui font ça. Encore une fois, n'oublions pas, là, on va faire un salut à Tom, Tom va être content.
t'as des problématiques aussi, t'as ton propriétaire. Si ton propriétaire, tu viens 3 fois de suite, 3 années de suite, tu lui prends le même poste, alors que t'es dans les choux, je pense qu'il y a un moment, le mec, il va quand même me dire, ton boulot, c'est boucher ou être patron d'un front office, tu vois. Il y a des moments où ils vont se poser des questions. Enfin, c'est extrêmement difficile. Surtout, ils vont te dire que si tu décides de rechoisir un pivot, c'est que tu admets que t'as mal choisi l'année d'avant. Donc pourquoi je te ferais confiance sur cette nouvelle année? En plus. En tout cas, c'est comme ça que je te répondrais. C'est sûr que c'est pas évident. Et le proprio a des fois le dernier mot, hein, sur le... Bah, plus t'es haut, plus il a d'influence, ouais. Ouais, exactement. Plus, si c'est pour un joueur générationnel, un chou numéro 1 de draft, mais il a un peu son mot à dire parfois. Là, l'exemple des Sixers est intéressant parce que, comme tu l'as dit, qui peut faire ski 3 ans de suite où on savait que c'était un process long. Là où les Celtics, moi, j'applaudis le fait que pour eux, ils aient pris Tatum alors qu'ils étaient quand même blindés. Ils avaient beaucoup de joueurs à l'aile, quoi. Et on aurait pu dire, il faut un pivot. Ah non, ils ont pris Tatum parce que ils se sont dit, c'est le meilleur joueur. Donc est-ce que l'aile, c'est pas aussi l'exception? C'est peut-être l'exception. On n'a jamais assez d'ailiers, on le dit de toute façon. C'est ça. Puis il y a toujours le narratif, on y revient à chaque fois, mais si le joueur était dans l'état, enfin à la fac, ce genre de choses, j'en parlais la dernière fois pour DeAndre Ayton, ça jouait aussi, je pense, sur le choix en numéro 1. Ça, sérieusement, ça fait que 2 ans, mais ça reste inexplicable pour moi. Et le narratif, moi je pense que le narratif joue toujours la pression des... Le sélectionneur de la Slovénie, il est mi-coach de l'équipe. Oui, mais pour le propriétaire, lui, les Serbes qui sont contents entre eux, il s'en fout. Lui, il veut que ses fans de l'Arizona viennent applaudir un gars de l'Arizona pour pouvoir dire, regardez notre équipe locale. Quoi. Oui, ok, mais bon, après... t'as raison. Bon, en tout cas, il faudrait quand même qu'on tranche, parce qu'on fait quand même le tour depuis tout à l'heure. Enfin, je sais pas, tu vas ajouter un truc, Ben? Non, je dis juste que je vais ajouter mes petites références, que là, il y a pas assez de références intellectuelles, les gars. Je trouve dans cet épisode-là, on parle trop de montagne. Oubliez, ne pas partir du principe que tous les acteurs sont rationnels. Cours de sciences politiques. Tous les acteurs ne sont pas rationnels. Il y a des choix qui ne s'expliquent pas. Surtout les proprios. Surtout les proprios. DeAndre Ayton, tu peux pas partir c'est pas un choix rationnel, en fait. Et ça, c'est même pas une critique envers le proprio. Il y a plein d'éléments de choix, même rien qu'au niveau NBA, qui sont fondamentalement pas rationnels. Bah, c'est le cas de Ayton. Tu pourras pas l'expliquer, Alan, parce que ça s'explique pas. T'as raison. Après, il y a des fois peut-être des compromis à l'intérieur des équipes, on sait jamais. En tout cas, voilà, moi ce que je voulais vous demander, c'est finalement de trancher pour finir le podcast, de déterminer, puisque c'était la question de base, même si on a beaucoup édulcoré autour, de quelle est la meilleure draft depuis depuis l'année 2000, on va dire, depuis la draft 2000 ou 2001. Alors évidemment, probablement, peut-être qu'on va mettre 2003 de côté, je sais pas, en tout cas laquelle vous avez envie de citer. Tiens Ben, vas-y, je te reprends. À part 2003. Ah, ça m'embête parce que j'avais un super triptyque. Alors pour moi, si on redéfinit en ce que j'avais dit, les 3 catégories là, Hall of Famer, c'est 2003. Simplement parce que LeBron, Carmelo, Chris Bosh, qui sera Hall of Famer, et Dwayne Wade, les 4 seront Hall of Famer. Enfin, on va arrêter avec ces débats-là. C'est probablement eux. Il y a la question de si on regarde le deuxième chapeau, c'est-à-dire les All-Stars ou les joueurs de très très haut niveau, je pense que 2009, 2008, 2011 ça fait beaucoup, peuvent se glisser par là. Si on parle en profondeur pure, je pense que 2001, dont tu as parlé, Adrien, c'est peut-être l'élu. Enfin, pour moi, il y a une draft selon les catégories. Très bien. Alan? Moi, 2009, je pense. Moi, je pense que 2009, parce que... Donc 2009, on va rappeler grosso modo, c'est Blake Griffin, James Harden, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Drew Holiday, Jeff Teague, etc. Jeff Teague, et le rookie de l'année. Darren Collison. J'aimerais bien qu'on le rookie de l'année était Tariq Evans. Et une erreur du nom de Hashim Thabit. Exactement. Est-ce que c'est une erreur? Et du coup, parenthèse, est-ce qu'Hashim Thabit c'est une erreur? Je sais pas, j'étais pas assez dans l'étude à l'époque. Ouais, j'ai du mal à me reprojeter, Memphis qui draft un pivot. Il y a combien de mecs de pivots pris aussi haut après? Il y en a plus derrière, jusqu'à, attends, je retrouve la page. T'as Embiid, t'as Anthony Davis pris aussi haut, t'as Bennett pris en premier après, mais c'est vrai que t'en as pris. Non, mais dans cette draft, en fait, si tu veux un pivot, il y a Hashim Thabit en 2. Je les ai sous les yeux. Donc après, t'as des ailiers forts, etc. Mais le prochain pivot qui est cité, il est pick 24 et c'est BJ Mullens. Donc, voilà. Et t'as Taj Gibson en 26 qui a joué 4, mais qui peut... La belle époque des Bobcats. La belle. Donc, effectivement, si tu voulais un pivot, c'est plus compliqué. Bon.
Voilà, parenthèse Hachim Tabit. Non, mais 2009, voilà, je trouve qu'elle est, il y a du futur Hall of Famer, il y a du All-Star, parce que c'est vrai que Jeff Teague a été All-Star. Oui. Il y a du role player, je trouve qu'elle est assez complète, même si je trouve aussi que 2012, les gars, c'est vraiment pas mal. 2012, c'est Anthony Davis. Anthony Davis, Damian Lillard, Bradley Beal, Draymond Green, Chris Middleton, André Drummond, Harrison Barnes, même Evan Fournier. Est-ce que 2012 pêche pas, Alan, sur la troisième catégorie? Vraiment la profondeur pure. Genre... Peut-être, parce ouais. que je pense que les deux premières catégories sont blindées. Davis, Lillard, etc. Ils ont les All-Stars, ils ont les joueurs générationnels, ils les ont. Mais est-ce que genre vraiment genre on a 25 gars qui font carrière, est-ce que... Non, j'en ai cité des gars qui font vraiment carrière, j'en ai 16, 18, tu vois, à peu près en ce moment. Donc j'en ai peut-être un peu moins. Ouais, tu peux monter à 20, je pense quand même, il y a quand même 2-3 joueurs... Ouais, t'as parce les que voilà, tu vois, Terrence Ross, Will Barton, voilà, pour les Satoransky, Quincy Assis, c'est pas incroyable Will Barton, mais c'est quand même bon. Ouais, pas fou. Mike Scott, tu vois, enfin j'ai le deuxième tour sur les yeux pour essayer de voir, mais bon, et Robert Sacre en pick 60. Sacré, bien sûr. Sacré, autant pour moi. Mais bon, on va pas non plus, c'est pas, lui on le compte pas. C'était pour moi 2012 parce que je trouvais elle est assez intéressante sur les deux premières catégories que citait Ben. Ouais, je pense que c'est la meilleure. À part 2003, c'est une anomalie, on va être honnête. 2003, t'as ça tous les 20 ans, en fait. Enfin... Ouais. Bah, moi, je pense que 2011 est vraiment strong. Sur plein d'aspects. Alors, pareil, donc, les gros noms, c'est, Kyrie, Kemba Clay, puis t'as Kawhi, Butler, donc Isaiah Thomas en 60 qui crée le petit effet, narratif, sympa. Plus t'as Vucevic qui est All-Star. Puis après voilà, t'as des Tobias Harris, t'as Montejunas, t'as du Mirotic qui est correct, du Reggie Jackson, du Bojan Bogdanovic, champion du monde Team USA. Oui, et puis Norris Cole champion USA si tu veux, champion NBA, mais mais voilà, Etwan Moore. T'as pas les deux Maurice aussi dans celle-là? Si, qui est à la suite là, 13-14, bah si voilà, je les ai, ouais, c'est ça, c'est juste avant Kawhi. Mais voilà, Alec Burks, enfin voilà, il y a plein de bons joueurs. Je trouve elle a des grosses têtes d'affiche. Alors t'as peut-être pas le talent générationnel, ça dépend comment certains vont considérer Kawhi ou Kyrie, mais quand même. Kawhi c'est pas mal quand même. Non mais c'est quand même super solide. Mais je veux dire, c'est pas LeBron James ou bon en même temps LeBron James c'est peut-être aussi le panier le plus haut possible. Mais voilà, en tout cas on fait couvrir des portes. Mais est-ce que aussi la question de talent générationnel, c'est pas aussi comment t'es vendu avant la draft? Zion, oui, voilà, LeBron, Anthony Davis Kawhi sont vendus comme des talents générationnels avant qu'ils posent un pied en NBA. C'est ça, là où Kawhi c'est un pick 15 et il explose après, et du coup ça fait pas la même narrative comme disait Ben sur le first pick. Bon là c'est Kyrie, donc ça va, mais t'as pas le fort joueur qui est first pick, ça rajoute une espèce de gloire à la draft quoi. Et la voilà, pire, en tout cas j'ai sur 2011. Et juste la pire, parce qu'on on a un mauvais fond, enfin personnellement j'en ai un. Ah c'est dur la pire. J'ai pas réfléchi à l'avance. 2000 c'est intouchable quand même. 2000, je me rappelle d'avoir envoyé ça à Ben pendant le confinement. 2000 c'est quoi? C'est Kmart le oui, c'est ça, c'est Bill Simmons qui fait un épisode là-dessus où en fait il redraft toutes les drafts depuis 96. Et cette draft-là, mais l'épisode, c'est ubuesque. C'est à mourir de rire. Oui. Il y a la moitié du premier tour ne fait pas carrière, quoi. Mais pour vous donner quelques stats, j'ai trouvé, je crois, sur Bleacher Report par rapport à cette draft-là, sur les 58 joueurs, seulement 3 ont fait le All-Star Game. Kenyon Martin, Michael Redd et roulement de tambour, Jamal Magloire. Jamal Magloire, incroyable. Il y a un seul joueur qui dépasse les 12 000 points en carrière. C'est pas énorme, hein, 12 000. Enfin, non. C'est quand même une barre que beaucoup de joueurs arrivent à franchir. C'est Jamal Crawford. Ouais. Et celui qui a le meilleur win share, dont on parlait, c'est Edo Turkoglu. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et tu n'aimes pas Edo Turkoglu. Non, alors j'aime juste pas qu'on retire du crédit à Dwight Howard, qui fait d'ailleurs Dwight Howard partie d'une des pires classes de draft aussi, hein, parce que on parle d'un premier choix qui permet de tout sauver. L'année de Dwight Howard, c'est Dwight Howard et il y a personne derrière. Enfin, c'est une catastrophe. Il y a Iguodala, Luol Deng. Ouais, c'est ça. C'est tout. Oui. Sébastien Telfair. Et c'est pas exceptionnel non plus par rapport à la cité. Ouais, mais mon petit cœur aime Luol Deng, mais effectivement, c'est pas non plus. Il y a 2006, du coup, tu parlais de Bargnani aussi, qui est quand même pas incroyable.
parce que le meilleur joueur, c'est donc il y a Kylori qui a explosé après, mais sinon c'est Rajon Rondo, la Marcus Aldridge. Bon, il y a Brandon Roy pour les fans d'époque, mais bon, la blessure a quand même coupé. Et après derrière, c'est pas fou. Hein. Il y a des bons role-players quand même. Le meilleur joueur de la draft. Oh, c'est Aldridge. Enfin, peut-être que. Ouais. T'es fan des Celtics et tu dis pas Rondo, déjà, j'applaudis. Non, mais. Mais ouais, c'est probable. Hein. Après, il y a Paul Millsap aussi au deuxième tour, quand même. Qui était un fort joueur, mais bon, il est pas à ce niveau-là. Après, voilà, t'as des Rudy Gay, t'as des JJ Redick, t'as quand même des bons role-players, mais c'est pas fou quand même dans l'ensemble. Est-ce que Brandon Roy, quand même, le top 5, c'est quand même Bargnani, Lamarcus, Adam Morrison, Tyrus Thomas, Sheldon Williams. Ouais, ce top 5-là, il est très violent. Tu me disais qui, Ben? Est-ce que Brandon Roy, c'est une erreur? Ah bah non. D'accord. Jamais. Alors, ça, c'est mon biais de fan des Bulls. C'est-à-dire que je ne jugerai pas en mal un choix d'un gars qui s'est blessé et que ça a cassé sa carrière. C'est logique. Ça se défend. Après, c'est différent si tu connais les prédispositions avant la draft. En effet. C'est vrai que de toute façon, d'information, c'est important. Derrick Rose ne peut pas être considéré comme mauvais pick, on est bien d'accord. Il est MVP, non, pas du tout. Enfin. Non. Et plus le narratif dont tu parlais. Exactement. Là où 2000, j'invite les gens si je sais pas si certains sont en vacances, si allez regarder un petit peu la page ou Basketball Référence ou Wikipédia Draft 2000, on tombe sur des choses comme quoi c'est vraiment pas une science infuse, vraiment pas. Mais c'était une autre époque, peut-être que ça a changé, comme on le disait, peut-être que ça n'arrivera plus des drafts 2000. Enfin après, comme dans l'ensemble, il y a pas de joueurs incroyables, c'est vrai que ça peut réarriver quoi qu'il arrive. Bon, en tout cas, je crois qu'on a fait le tour, j'imagine. Sauf si vous avez rajouté on n'a pas donné la encore réponse, en fait. On a fait le tour sans donner la réponse, mais oui. Le tour des mauvaises drafts. Bon, on a donné la réponse. La mauvaise, c'est 2000. La meilleure, après, je pense est-ce qu'on aurait vraiment répondu à qu'est-ce qu'une bonne draft? La question reste en suspens. Je pense, voilà, comme tu disais, il y a un triptyque et il y a une question de choix. Quoi qu'il arrive, on en revient à c'est un choix entre les proprios, les front office, etc. Et puis des prises de risque ou non. Et effectivement, on juge c'est difficile de juger sur pièce et même a posteriori, chacun se fait un peu son avis, semble-t-il. Totalement. Eh bien, très bien. Eh ben, date of rap, donc, comme dirait les ricains, ou c'est dans la boîte, comme on disait, au début des années 2000 à la télé française. Ou comme dirait la boîte, Montaigne? Je suis pas sûr. En tout cas, au début des années 2000, à la télé française, je vous le garantis. Est-ce qu'on peut expliquer cette blague de Montaigne quand même? Pensons aux auditeurs à la fin. Oui. Je t'en prie. Ce qu'il y a, c'est que Adrien a employé un verbe français que je ne pensais pas ou un mot français, je ne pensais pas que ça existait dans le dictionnaire Larousse. C'était autocomplétion. Exactement. Le mot complétion, je pensais que c'était un anglicisme, et en fait c'est un réel mot français, et j'ai dit, je suis pas sûr que ça serait présent dans les essais de Montaigne, en off, c'est pour ça. Donc, voilà. Pour schématiser. Voilà, vous savez tout maintenant sur ce gag qui reviendra peut-être, qui sait. En tout cas, voilà, c'est la fin de l'épisode du jour sur les drafted billets. Comme d'habitude, bien sûr, vous pouvez nous retrouver de partout sur les plateformes de podcast, les réseaux sociaux. Comme disait Ben en début d'épisode, n'hésitez pas à nous faire des retours si jamais il y a quelques soucis avec les changements de flux. On sera là, bien sûr, pour échanger avec vous. Eh bien, c'était l'épisode 215 de Doc Hebdo et on se donne bien sûr vite rendez-vous pour un prochain épisode. Merci beaucoup, les gars. De rien, salut. Salut.